Je trouve mon père devant l'ordinateur du café de l'hôpital. La première chose qu'il demande, c'est « T'as pensé à aller chercher mes pantalons au pressing ?» Et il regarde dans mon sac Carrefour sans même m'embrasser. La revue rue Saint-Ambroise et l'association rue du Conservatoire vous proposent « Pendant que tu n'es pas mort » de Daniel Pétresse. Lectrice Anne Canovas. Musique Charlie Nelson. J'attends sous l'abribus depuis déjà 20 minutes, quand des passants me lancent « Il est déjà passé. Le dimanche, le dernier, est à 14h30. » Mais qu'est-ce que c'est que cette ville de tarés? Juvigny-sur-Orge, no man's land du transport en commun, personne pour te prendre en stop, et pas un taxi en vue. Ça fait déjà 1h30 que j'ai quitté Paris. Omnibus depuis Austerlitz, 30 minutes d'attente sur les quais glacés du RERD. Déjà à Paris, la migraine s'était pointée dès que j'avais ouvert les yeux. Je les avais refermés aussitôt et espérais que vers 11h du matin, elle serait partie. Parfois, c'est juste parce que j'ai mal dormi, pas bu assez d'eau, trop fumé, ou que je me suis couché à 3h du mat. Mais, généralement, soyons clairs, c'est parce que je dois aller voir mon père. À midi, évidemment, je me dis que ce sera une bonne excuse pour ne pas y aller. Je vais prendre un café, me recoucher, lui téléphoner et terminer. Je suis sûr qu'il comprendra. Mais ce serait trop facile. Parce que quand j'appelle à midi, il ne répond pas au téléphone. Quand j'appelle les infirmières, leur téléphone est décroché. Quand j'appelle le standard, ils disent qu'ils sont débordés et qu'ils n'ont pas de personnel pour monter à l'étage. Alors, merde. Je regarde le tas de vêtements repassés que je me suis coltiné la veille et décide d'y aller quand même. Il n'a plus rien à se mettre. Et en plus, comme j'avais oublié d'emmener son pantalon au pressing, j'ai dû le laver moi-même. Malheureusement, impossible de reformer ce qui ressemblait à un pli au milieu, faisant tout son chic. Et à présent, l'informe pantalon Patrick Zins me regarde en tire-bouchon sur son radiateur, comme une serpillière, en me faisant culpabiliser. Je me dis que, même complètement froissé et informe, il est propre, et que ce serait toujours mieux que son bas de pyjama. Mon père est coquet. Et la fatigue de l'âge n'a pas calmé son besoin d'élégance, même décontracté. À 20 ans, ma mère avait tout de suite été séduite par son charme anglais et ses lunettes grossissantes. À 91, le charme anglais, les chemises bien repassées et les pulls en cachemire sont toujours là pour constituer un rempart au renoncement à la vie normale. Impossible de lui refuser un pantalon propre, c'est génétique. Le problème, c'est qu'une fois dans le RER, la migraine commence à gagner les yeux. Il n'est pas évident de me projeter dans le rôle de la fille enjouée qui pense constituer le rayon de soleil de la journée de son ancêtre atrabilaire. Je prends mes écouteurs et tente 10 minutes de méditation. Après 1 heure de train, en cherchant la sortie de la gare, je me perds dans les couloirs. Et une fois dehors, c'est la tornade. Une pluie diluvienne s'abat sur moi. Je suis là depuis 30 minutes, les pieds trempés, sous l'abribus de la gare routière, et j'attends un hypothétique taxi qui m'a dit qu'il arrivait dans 5 minutes. À chaque fois que je le rappelle, il me raccroche au nez. Je suis en train d'exploser mon forfait. Et le sac de linge repassé de mon père à bout de bras, pas d'endroit où le poser, commence à être mouillé. Si j'avais eu le temps d'acheter un nouveau portable, il y a belle lurette que j'aurais téléchargé Uber. Ces salauds de taxi n'auront plus mon pognon. Mais à cause de l'hospitalisation de mon père, ça fait plus d'1 mois que je me perds en trajet, du bureau à chez lui, à chez moi, à là-bas, et je me retrouve encore avec mon portable périmé. Alors je vais me résoudre à rentrer à Paris sans avoir atteint l'hôpital. Pas ma faute, pas de bus, pas de taxi, la migraine m'empêche de stopper la moindre voiture, et il y a 1 heure de marche pour y aller. Brusquement, le fameux taxi fait son apparition. Il a dû avoir le temps de faire l'aller-retour en Normandie depuis que je l'ai commandé. Je cours vers lui et me fais insulter par les 10 personnes que j'ai enfumées pendant 1 heure, celles qui attendent le prochain bus qui passe dans 3/4 d'heure pour rejoindre leur cité. « Eh meuf, on peut monter ? Elle se la pète trop avec son taxi, la daronne !» Je cours, je ne me retourne pas. « Une putain de lutte des classes, je dis. Mais elles ont leur casque.
Elles n'entendent rien. Tout à l'heure, c'est elle qui se la pétait pendant que je braillais dans mon portable sur le connard de taxi. Qu'est-ce qu'on aurait fait dans les années 90 sans nos casques et sans portable? C'est trop la loose, qu'elle disait. Eh ben, elles auraient eu un Walkman et un manche-disque, comme moi. Qu'est-ce qu'elles croient, ces petites connes? Moi aussi, dans les années 90, j'écoutais Madonna. J'aimerais bien avoir encore 19 ans, c'est vrai. Mais j'ai déjà mis en déroute 2 aspirants à se taper une bourgeoise. Je vais pas, en plus, charger 4 gamines en Nike reliées entre elles par des écouteurs. Mon père a toujours révélé ce qu'il y a de pire en moi. Dès que je dois aller le voir, je deviens totalement asocial. Il faut que je me concentre un max sur tout ce que je dois me dire pour arriver jusqu'à la sonnerie de son pavillon. Puis, que je ne me déconcentre pas en arrivant dans l'entrée, que j'affiche un gentil sourire, puis une mine concernée et surtout, que je ne batte pas en retraite devant sa difficulté à se lever, quand ce n'est pas simplement à respirer. Il n'est pas très agréable d'avoir été une fille rebelle face à son tyran de père quand celui-ci n'est plus en état de vraiment répliquer. Mais il a des cartouches en réserve, je le sais. Et même s'il tremble comme une feuille et qu'il fait brûler ses casseroles, il saura toujours m'humilier au moment où je m'y attends le moins. Ne jamais baisser sa garde, ne pas se fier à son air calme et à son détachement fin. Mon père est toujours mon père, prompt à l'attaque entre 2 siestes, prêt à me rappeler qu'en termes de fille, je n'ai jamais été qu'un pis-aller, même si la meilleure partie de lui ne le pense pas. C'est à cause de cette partie-là, et de ma foi en le fait qu'elle existe, que je viens toujours le voir, que je repasse ses chemises et m'occupe de parler à ses médecins, que je viens aux urgences quand il tombe, qu'il a une crise cardiaque ou qu'il a peur dans le noir. Alors je vais y aller maintenant parce que j'ai trouvé un taxi. C'est gentil d'aller voir votre père tous les dimanches. Oui, merci. Je ne vais pas lui dire tout ce que ça me coûte, ni tout ce que ça me coûterait en termes de culpabilité si je n'y allais pas. Car chaque semaine, lui et moi, on attend une trêve, la confirmation qu'on est toujours vivant. On attend la paix. Et parfois, on la trouve. Mais aujourd'hui, je sais qu'il sera énervé, parce que je suis arrivée en retard, qu'on doit parler maison de retraite ou pas, qui cache en fait la vraie question, est-ce que tu m'aimes ou pas? Je sais qu'il me dira, si oui, continue à me voir une fois rentré chez moi, sinon, abandonne-moi à l'hospice. Une question de vie ou de mort, comme au premier jour. J'ai trop mal à la tête pour me battre aujourd'hui, alors ce sera sûrement « Oui, tu vas pouvoir rentrer chez toi, si tu prends quelqu'un. Et oui, je viendrai tous les 15 jours pour vérifier que tu n'es pas mort. » Je trouve mon père devant l'ordinateur du café de l'hôpital. La première chose qu'il me demande, c'est « T'as pensé à aller chercher mes pantalons au pressing ?» Et il regarde dans mon sac Carrefour, sans même m'embrasser. Il tombe rapidement sur le pantalon informe. Il est lavé. J'enchaîne en lui montrant les chemises parfaitement repassées, pendant qu'il saisit sans le reconnaître son pantalon Patrick Zins, incrédule. Je dis, on récupérera le pli au pressing la prochaine fois. Il me regarde, outré, puis hausse les épaules et part vers l'ascenseur. Tu pourrais me faire la bise? Ah oui, j'avais oublié. Il y a des choses plus graves qu'un pantalon insuffisamment repassé. Il est bon de lui rappeler. Il acquiesce. Il ne veut pas la guerre aujourd'hui, il est prêt à transiger. Il ne veut pas aller en maison de retraite et il sait que je suis la seule à pouvoir l'empêcher. La seule personne qui peut répondre de lui, assurer qu'il a toute sa tête et le faire sortir de là. Nous prenons un café et je lui tends son journal. Ce n'est pas le Parisien. Je dis, les kiosques étaient fermés, je n'ai trouvé que Le Monde. Ça ira pour cette fois, dit-il. Et il se cale un peu mieux dans la coque du fauteuil en plastique du plus grand hôpital de gériatrie du département. Pendant que la dame, qui était à l'ordinateur d'à côté, m'a localisé et vient me taper une clope. Comme tous les dimanches, depuis 1 mois et demi.